Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit ensemble une partie qui pose souvent question, qui est quand je vais chercher un sac de terreau dans, on imagine, une jardinerie, peu importe, en tout cas un endroit où tu es censé trouver ce genre d'article. Comment te dire, qu'est-ce que ce terreau contient concrètement? Et faut-il faire vraiment attention à, tu sais, c'est un petit peu comme quand on va dans un magasin acheter de la nourriture. Est-ce qu'il est intéressant de regarder les étiquettes derrière pour qu'on voit les ingrédients? Voilà, histoire de s'informer sur les différents composants. Ou est-ce qu'on doit juste prendre comme ça un article et puis à la limite se dire, je fais confiance au fabricant. Là, l'idée, c'est un peu de décortiquer, si tu veux, je ne dirais pas qu'est-ce que cachent les étiquettes liées au sac de terreau, mais c'est plus précisément pour ceux que ça intéresserait de savoir concrètement qu'est-ce qui est indiqué. Eh bien, l'idée, elle est là, c'est de détailler tout ça pour essayer, bien entendu, l'idée, elle est là, d'essayer de trouver le sac de terreau le plus à même à répondre à tes exigences, ou en tout cas, d'essayer de répondre au maximum à l'utilisation que tu vas en faire, puisque peut-être que tu le sais déjà, les terreaux, il n'y a pas un terreau, même si souvent on parle de terreau universel, qui est une appellation qui me semble un petit peu... en tout cas, tu sais, c'est comme beaucoup de choses, hein, dès que tu as quelque chose qui est censé aller pour tout, souvent ça... Ouais, bon voilà, t'as compris, hein, c'est comme un petit peu tout le temps, c'est pas très spécifique, tu comprends. Et toi, la raison, on est aussi là, c'est qu'il y a des terreaux qui sont spécifiques. Il y a du terreau pour le semis, il y a du terreau spécial agrumes, il y a du terreau pour les cactus, il y a même du terreau pour les bonsaïs, même si j'estime que c'est pas vraiment ça qu'on devrait mettre. Mais tu vois, là, il y a du terreau un peu pour tout, il y a du terreau même pour les orchidées, tu comprends un peu, voilà. Là, c'est d'essayer de comprendre le principe afin d'adapter au mieux à son système. Je t'invite à cliquer sur s'abonner juste en dessous et la cloche notification. Si tu es intéressé par ce type de vidéo, qu'il va y avoir de plus en plus sur cette chaîne de toute façon. Je vais faire de plus en plus aujourd'hui quand il s'agira de tutos sur des données très spécifiques afin d'avancer sur ces systèmes-là. Et puis bien sûr, dans la description, ce que je vais te montrer, j'en ai fait un PDF, donc tu peux le télécharger. Tu cliques sur le lien, dans la description, tu as le premier lien en fait, c'est tout bête. Tu as le tout premier, tu cliques dessus, et je t'envoie ça directement par email, comme ça au moins tu le reçois. Si tu as besoin de regarder une trace, je sais que des fois il y en a qui n'ont pas forcément le temps d'écrire, donc voilà, hop, tu l'as, et puis après, tu peux le remanier à ta sauce, en faire fondamentalement ce que tu veux. Du coup, dans ce que l'on va voir, je vais te détailler différents points. Après, on va prendre 3 exemples que j'ai sélectionnés. J'ai volontairement fait exprès de ne pas mettre de marque afin de pas, si tu veux, voilà, on marche sur des œufs, hein, comme d'habitude. On marche sur histoire de pas montrer du doigt une marque plus qu'une autre. Avec ces éléments-là, logiquement, tu es en capacité, à la fin de ce que je vais te présenter ici, de pouvoir faire tes propres choix et tes comparaisons. Je te donnerai après, je t'expliquerai au fur et à mesure, d'accord, des choses. Donc, la première chose qu'on va regarder au niveau d'un sac de terreau, c'est sa composition. Sa composition, on a 2 éléments. On va avoir d'un côté des matières organiques, qui proviennent majoritairement d'origine végétale, mais qui peuvent aussi provenir d'origine animale. Et on a aussi des composés minéraux, ça veut dire en fait des éléments qui ont une base, comme son nom l'indique, minérale. Là-dedans, on va trouver la majorité du temps, et c'est valable pour une très grosse partie de tous les terreaux que tu vas pouvoir trouver, une base de tourbe. Alors après, c'est très variable au niveau de la tourbe, soit tu vas avoir de la tourbe blonde, brune ou noire, c'est la phase d'évolution en fait. Si tu veux, on pourrait dire quelque part que la tourbe est une base, enfin un fondement d'évolution qui amène logiquement après au charbon. Là-dedans, comment te dire, la tourbe blonde elle met à peu près 3000 ans à évoluer, et c'est un peu plus de 5000 pour la brune, et je crois que c'est autour de 10 000 pour la noire, de mémoire. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui se forme en 2 jours, voilà, d'accord. D'ailleurs, je vais mettre des images, j'avais fait une randonnée au plateau des 1000 vaches, et justement, il y a pas mal de tourbières qui sont présents là-bas. La sphène est une phase d'évolution de la tourbe. En sachant, comment dire, je vais pas te faire, une leçon de morale là-dessus, je te doute bien,
chacun voit les choses à sa façon. Mais la tourbe elle fait, comment te dire, elle évolue autour d'1 millimètre par an. Il y a 1 millimètre comme ça c'est une succession de couches en fait, de matière végétale qui va s'agglutiner comme ça. Donc ça met beaucoup de temps. Ce qui fait que tu peux bien te douter qu'après on peut se poser la question dans l'utilisation ou non d'une ressource qui est pas si renouvelable que ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de jardiniers qui refusent d'utiliser de la tourbe dans un objectif purement, je dirais, de protection de l'environnement. En tout cas, d'un biotope, en l'occurrence. J'en fais partie. J'essaye, en tout cas, quand j'utilise un terreau, de trouver un terreau qui ne contient pas de tourbe. Je vais te dire, c'est pratiquement mission impossible. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est largement utilisé parce que, encore, peut-être malheureusement d'ailleurs, pour ça, peu coûteux. Et donc, tu en trouves beaucoup. Il y a une alternative à ça. Je te donne maintenant, comme ça tu la connais. L'alternative à ça, c'est le compost. Voilà, ne cherche pas. Puisque la tourbe n'a d'autre intérêt, son usage tel qu'il est fait, d'ailleurs on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Je fais une vidéo comme assez rapide, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 30 minutes. Comment te dire? On va voir, l'intérêt de la tourbe, c'est sa capacité à retenir l'eau. D'accord. On tire du compost, te donne le même système, le compost, quand il est fait de manière, j'ai envie de te dire, dans les règles de l'art, a une capacité de rétention d'eau aussi, bien entendu. Donc on peut parfaitement se passer de la tourbe. Après, effectivement, le compost, c'est un autre coût, etc. Et on peut entendre que certains industriels préfèrent utiliser quelque chose de peu cher. Enfin, toujours le même principe, d'accord. Donc tu as trouvé ça, tourbe, sphène, déchets verts. Majoritairement, les déchets verts qu'on va trouver sont des déchets verts qui proviennent des entreprises d'espaces verts. Donc majoritairement, ce sont des broyats de différents résineux, type que tuya, voilà, tu vois un petit peu. Ce qu'il y a généralement autour des villes, et tonte de pelouse, bien entendu. Donc tu comprends, voilà, des espaces verts, des villes, qui généralement, il y a peu de biodiversité. Donc c'est ce qu'on va trouver majoritairement dedans. Parfois, il y a du compost, effectivement. On va pouvoir en trouver, soit uniquement ou en petit apport. On va regarder après. Parfois, c'est indiqué en termes de pourcentage, combien de compost. Certains, même terreaux un peu plus premium, utilisent carrément du lombricompost, qui est quand même un niveau au-dessus en termes de qualité, mais pas tous. Parfois, tu as aussi du fumier qui est intégré dedans. Parfois, c'est même indiqué quel type de fumier est utilisé. Fumier de cheval, fumier d'ovin, bovin, fumier de poule. Bien entendu, tu vois, les fumiers de cheval et fumier de poule, et je mettrais même le fumier de poule au-dessus du fumier de cheval en termes de qualité, va être dans les premiums. Quand c'est pas indiqué, dis-toi que très souvent, c'est du fumier de bovin. Voilà. Avec un petit mélange d'ovin, mais majoritairement, c'est du bovin qui va être utilisé parce que voilà, il y a une grande quantité disponible et encore une fois, pas très cher. Et divers fibres végétales qui parfois sont détaillées, parfois pas. Qui peuvent provenir de différentes manufactures qui utilisent du végétal. Ça peut être du lin, ça peut être du chanvre, autres fibres. Dans les minéraux, tu as trouvé du sable, qui est comme un peu rare, de l'argile, sous différentes formes, et après d'autres éléments un petit peu moins nobles, en tout cas par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un terreau. De la perlite, vermiculite et parfois des billes d'engrais qui sont souvent, on les reconnaît, c'est des billes un petit peu jaunes, un peu fluo, parfois même un petit peu vert fluo, qui renferment un engrais liquide à l'intérieur. Là, tu te doutes bien qu'on n'est pas du tout dans du terreau adapté à l'agriculture biologique, absolument pas généralement. Et tu as te remarqué qu'en définitif, quand il y a des billes d'engrais, généralement il n'y a pas de compost. Au niveau de matière organique, ça va être la partie organique qui va être utile. Voilà, ça c'est pour dresser ce machin. Ensuite, ce qu'on va trouver, et c'est là que c'est intéressant d'avoir un calcul, je t'ai fait les petits calculs, comme ça, note le bazar, et puis tu peux mettre ça en place. C'est tout ce qui va être en lien avec les matières sèches, d'accord? Donc, si tu préfères, le taux de matière sèche permet de connaître la teneur en eau de ton terreau. En définitif, sur 20 kg, on imagine un sac de 20 kg, c'est pas vraiment 20 kg de matière. Dedans, tu as de l'eau. Et l'intérêt, si tu veux là-dedans, c'est d'essayer un petit peu de comprendre quel est le pourcentage d'eau qu'il y a dedans. Oui, tu te doutes bien que tu n'as pas tellement envie d'acheter de l'eau, tu vois. Enfin, si, tu peux acheter de l'eau, mais le prix n'est pas le même, logiquement.
bah, voilà, l'eau n'a pas le même coût, si tu veux, que la conception même de ce qui est censé tenir ton terreau. Donc on est, voilà, forcément il en faut parce qu'à un moment donné, si on a une matière complètement sèche qu'il faudrait totalement réhumidifier, ça peut aussi se faire comme ça. D'ailleurs, c'est une autre procédure, mais on pourrait, mais là j'entends des méandres, et j'ai commencé à vous perdre, donc j'ai évité de rentrer là-dedans. Mais en toute logique, voilà, on s'attend quand même à ce qu'il y ait quand même une certaine matière dedans, quoi, bien entendu. Et c'est pas inintéressant de faire ce calcul, puisque c'est là que tu peux te rendre compte, bah, fondamentalement, est-ce que tu es vraiment en train d'acheter un terreau, ou est-ce que tu es en train tout simplement d'acheter des packs d'eau. Nous, je t'ai proposé un petit calcul, tu prends sur une base d'un sac qui peut être, souvent c'est 20, 25, tu as même des plus gros. Voilà, et donc on va voir après un exemple concret avec les étiquettes. Là, pour l'exemple, j'ai 45% de matière sèche, d'accord. Donc là, on est sur la base matière sèche. Donc tu fais attends, excuse-moi, parce que j'ai un peu craché ces machins. Tu fais 25 qui est le poids complet du paquet, multiplié par, en l'occurrence, bon, là il faut que je modifie parce que j'ai mis 36%, enfin ça c'est 45%. Je te ferai une modification ici, d'accord. Si on se basait là-dessus, ce serait 36%. Okay, divisé par 100, ça me fait 9 kg de matière sèche et 16 kg, en l'occurrence, bah, tu as 16 kg d'eau. Donc tu vois, là c'est assez intéressant parce que tu te dis 36% de matière sèche, ça paraît faible. Sauf que là, tu te rends bien compte qu'elle le calcul, on obtient 16 kg de flotte quand même. Donc il n'y a pas tant de matière sèche que ça. Tu vois. Voilà, c'est ce genre de choses. Ils auraient pu l'indiquer comme ça, bon, sauf que c'était peut-être un petit peu moins vendeur de marquer 9 kg de matière. Voilà. Donc ça, c'est première indication. Deuxième indication, ça va être les matières organiques. C'est tout simplement le taux de matière que contient l'ensemble du sac. Les matières organiques, si tu veux, permettent de fixer l'eau et les minéraux, et surtout, ça permet d'avoir une bonne croissance des plantes. En termes de matière organique que tu vas retrouver, généralement, ça va être ces parties-là. Tu vois, compost, fumier, voilà, déchets verts compostés, tu vois, ça va être ces parties-là que tu vas retrouver dedans. Et là, c'est pareil, on va partir du produit brut, et on va calculer le taux de matière sèche, ça veut dire sans eau, pour arriver à obtenir mon taux de matière organique. Donc le calcul est le même, hein, c'est pas des calculs compliqués à faire, hein. D'accord. Là on reprend la même chose, sur une base d'un sac de 25 kg, j'avais toujours mes 36% de matière sèche, hein, tu te rappelles, avec mes 9 kg, ça me donne 9 kg de matière sèche. Et tout ce que j'ai à faire, bah, c'est prendre mes 9 kg de matière sèche, regarder sur l'étiquette combien de pourcentage de matière organique il est notifié dessus. Bah, je vais les multiplier, hein. Je prends mon 9 kg, je multiplie par 72, je divise par 100, ça me donne 6,48 kg de matière organique. Donc, si tu veux, sur les 9 kg de matière sèche, j'ai 6,48 kg qui seront de la matière organique. Le reste, bah, va être en majorité, si je reprends mon indicateur, bah, il y a de fortes chances que ce soit une partie des fibres végétales, mais surtout de la tourbe. C'est ce qu'il va y avoir dedans. Et puis s'il est indiqué argile, tourbe, bah, ça va être une part d'argile avec peut-être 2 parts de tourbe. Après, ça peut être spécifié, des fois ça ne l'est pas. Mais sache que c'est ce que tu vas avoir à l'intérieur, ce qui va te faire, voilà, cette partie. On va voir après, si tu veux, sur le NPK, l'intérêt de comprendre le pourcentage enfin, quelle est l'induction de la matière organique. On va regarder ça après. J'espère qu'en tout cas que mon exposé n'est pas trop complexe. Tu sais, j'ai essayé de faire en sorte que m'adresser à tout le monde, à la fois ceux qui ont certaines connaissances, si tu veux, en chimie, et puis ceux qui, voilà, mais que ça puisse au moins t'aider sans t'assommer d'informations. Après, l'idée c'est de remettre tout ça en pourcentage, hein. Là, tu reprends le résultat en termes de kilos, hein, mes 6,48, que je multiplie par 25, qui est tout simplement le poids de mon sac. Excuse-moi, c'est pas que je multiplie, que je divise par 25, excuse-moi, et que je multiplie par 100, ce qui me donne un pourcentage. Donc, bah, en fait, j'ai 25%, si tu veux, sur les fameux 72, en fait, je n'ai que 25% de matière organique. Tu vois un petit peu, parce qu'il se base sur 72% de produits secs, et pas sur l'ensemble du paquet. Donc pareil, tu vois, ce sont des petites indications, ouais, on titille là-dedans. Bon, il faut aller bidouiller un peu, malheureusement, mais bon, voilà, ça permet d'avoir une réelle indication. C'est vrai que la différence est assez flagrante.
Ensuite, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est sa capacité en rétention d'eau. C'est surtout assez intéressant parce que c'est ce qui va t'éviter d'arroser tout le temps. Tu comprends? Il est important qu'une matière qu'on va utiliser ait une certaine capacité à retenir l'eau afin que tout ne s'évapore pas. Tu vois. Par exemple, le sable pur n'a aucune rétention d'eau. Tu mets de l'eau dans le sable, ça s'évapore. En 2 temps, 3 mouvements, le sable n'a pas, malheureusement pas, à part sur des grandes hauteurs, mais en surface, un peu de soleil dessus, même pas 1 heure plus tard, en plein été, voilà, en 10 minutes, t'as plus rien, c'est fini. Donc voilà, l'intérêt de la rétention d'eau, et d'ailleurs le compost a une forte rétention d'eau par rapport à ça. Toujours exprimé en millilitres, d'accord, par litre de terreau. Okay. Donc bien entendu, plus ta valeur va être élevée, on va le voir après, plus cette matière aura une capacité de rétention. Plus cette valeur est faible, moins elle l'a, ce qui va nécessairement t'amener à devoir l'arroser plus souvent qu'une autre. Après, ça dépend d'où provient ton eau et puis le temps que tu y as y accordé. Si tu veux pas avoir constamment à arroser ou que tu utilises l'eau du compteur, tu as plutôt intérêt à avoir un terreau qui retient bien l'eau pour des raisons d'économie et de temps. Ensuite, on va avoir la conductivité électrique qui est très souvent indiquée. Elle a différentes, si tu veux, elle s'exprime de différentes façons. Comment t'expliquer? Plus cette valeur elle va être élevée, plus, si tu veux, le taux de minéraux contenus dans le terreau va être important. En règle générale, on a un élément qui se situe entre 25 et 85 ms par mètre. Comment te dire? Si tu es situé entre 30 et 40, c'est pas mal. Voilà, tu vois, 30, 40, allez, 60 parfois, mais c'est quand même... 60, c'est un peu rare à trouver, mais voilà, tu vois. Fondamentalement, 25, c'est vraiment la limite. Tu vois. Là, on est sur quelque chose d'assez bas de gamme. Voilà. Après, je te découvrir le reste, c'est un peu moins, présent. Au niveau du pH, doit être toujours situé entre 6 et 7,5. Voilà, plus tu es proche de la neutralité qui est 7, mieux c'est. Voilà, ça te donne le taux d'acidité ou d'alcalinité du substrat. Bien entendu, dans le pH, ça va être très différent selon l'application que tu vas y faire. Effectivement, dans une application, par exemple, d'agrumes ou de plantes, un peu plus, comme les cactus, par exemple, on va plutôt aller chercher l'acidité. Pour d'autres, il y a d'autres plantes qui vont plutôt avoir besoin d'alcalinité. Au niveau du potager, c'est vrai qu'il y a quand même plus de plantes qui nécessitent un pH un peu plus élevé qu'un peu plus faible. Mais voilà, donc si tu te situes entre 6,5 et 7,5, on est bien, tu vois, voilà. Les engrais, NPK, une notion qui n'est pas toujours indiquée sur les paquets, et pourtant qui est importante, puisqu'elle te donne le taux d'azote compris dans cet élément, y compris le taux de phosphore et de potassium, qui sont un des éléments que j'ai détaillé juste derrière, en sachant que le taux d'azote est là pour favoriser bien entendu le feuillage. Donc tu te doutes bien que tout ce qui va être légumes à feuilles, si tu cherches à avoir un terreau de semis par exemple, c'est quand même le taux d'azote qui va être à la base intéressant, bien que, j'y reviendrai après, dans la phase de développement, l'azote n'est pas forcément un taux d'azote fort n'est pas forcément conseillé sur un développement de semis. Il arrive après, au niveau du repiquage. Le taux de phosphore va favoriser l'enracinement, et bien entendu le potassium, la floraison et la fructification. Tu te dis bien que l'intérêt de savoir ça, c'est ton application pure. C'est-à-dire que ce terreau, quel est son usage? Ça va être de faire du repiquage pour après une mise en terre. C'est fait pour remplir un pot afin d'y mettre une plante qui reste à l'intérieur. Tu comprends un petit peu. Les taux vont me permettre de savoir ça. Quelle est l'application? Et donc du coup, par exemple, si j'ai sur un sac un taux de potassium assez bas, et que je veux faire de la mise en pot, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait, tu vois, un petit peu. Voilà. Par exemple, il faudrait mieux avoir éventuellement un taux d'azote un peu plus faible, par contre un taux de phosphore et de potassium un peu plus haut. Voilà. Ça va être ce genre de catégorie qui va nous permettre de pouvoir analyser. Et d'ailleurs, faut le dire, sur les sacs de terreau, souvent cette notion est assez bien équilibrée. On peut dire ça. La majorité du temps, c'est quelque chose qui est assez équilibré.
Ouais, au moins il y a un truc qui est pas mal là-dedans. Capacité d'échange cationique. Là, on parle des ions. Les taux doivent être compris entre 10 et 100. Plus il est élevé et plus il va retenir les fertilisants. Moins il le sera, plus il va les laisser. Si c'est après, c'est un terreau que tu mets dans ton terrain, plus ça va partir, quoi, puis ça va pas rester. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué de retenir des... Surtout quand tu utilises des fertilisants liquides. Enfin bon. Après, on rentre dans d'autres notions qui nécessiteraient une autre vidéo. Le rapport C sur N, qui est le rapport carbone-azote, d'accord, doit être situé... Alors parfois, c'est notifié. C'est pas mal qu'il soit situé entre 15 et 25, 15 et 30, 20 et 20, tu vois, 20 et 30, voilà. Dans ces eaux-là, j'ai mis une fourchette un peu plus grosse, qui est entre 15 et 30. Voilà, si tu veux un terreau de bonne qualité, ça permet de notifier que les matières qui ont été utilisées sont des matières assez bonnes. D'ailleurs, tu remarqueras que les terreaux de mauvaise qualité, et plus précisément ceux qui utilisent des systèmes, par exemple de déchets verts, vont avoir un rapport C sur N souvent assez bas. On va être autour des 10, 20, tu comprends, voilà. Dès qu'on commence à utiliser des matières un peu plus nobles, on a quand même un rapport qui commence un tout petit peu plus à monter. Voilà. Ça permet aussi d'avoir un petit indicateur sur ce qui a été mis. La valeur ISMO n'est pas toujours indiquée. Ça permet de pouvoir calculer la stabilité des humus, qui doit être située entre 20 et 80. Au moins, je te l'ai notifié, comme ça tu le sais. Voilà. Et donc, on arrive à 3 exemples qui proviennent d'étiquettes de sacs. D'accord, dans lesquels on retrouve, là, toi, il notifie engrais organiques, différents types d'engrais, tu vois, dont des engrais minéraux. Et là, on le voit très bien, voilà, là, tu vois, on l'a, tourbe blonde, d'accord, tourbe de sphagne, support de culture végétale compostée. Donc là, on est typique dans ce que je t'ai expliqué, toi, les déchets verts, fibres de bois, voilà, qui sont des matières végétales, enfin ouais, de base végétale, souvent des recyclages de scierie. Là, on est sur quelque chose de, voilà, tu vois, de très classique que tu vas trouver sur des terreaux, je dirais pas de premier prix, mais pas loin, tu vois, voilà, des choses assez zut, d'entrée de gamme, cherchez le mot. Je t'ai fait la traduction, hein, du truc, 36%, 72%. Donc en définitive, ça me donne 9 kg de matière sèche pour 11 kg d'eau. Et 72% matière organique, tu vois, ça fait 6,48 pour 25. Pour 25% matière organique. Donc du coup, on a quoi? On est quand même à peu près équilibré entre un sac qui contiendrait de l'eau et de la matière. On est un petit peu en dessous, on a 9 kg de matière pour 11 kg de flotte. Voilà, bon, là-dessus, on s'attendrait à être... J'aurais été bien si j'étais sur, tu vois, plutôt l'inverse. Voilà, 11 kg de matière sèche pour 9 kg d'eau. Ça aurait été pas mal. Par contre, là, en termes de matière organique, c'est une catastrophe. Là, on est à 25%, à peine 6 kg. Voilà, là, mais c'est logique. Parce qu'on a quand même une base de tourbe, toi, qui est présente et qui est bien... Tourbe blonde plus, tourbe de sphagne plus, fibre de bois. Ouais, ça se ressent. Et tu vois, on le voit direct. On le ressent direct dans la matière organique. Il n'y en a pas. Et c'est basé sur la culture végétale compostée. Donc en gros, du tuya et de la pelouse. Hein. À mon sens. Hein. D'accord. En termes de rétention d'eau, du coup, il est pas trop mal. Mais ouais, parce qu'il y a quand même... C'est une éponge, le machin, en fait. Si tu veux. Si tu prends une éponge, tu cultives dessus, tu as à peu près, à mon avis, le même résultat. Au niveau du pH, on est à 6,5. On n'est pas dégueu. Et à mon avis, il y a des éléments qui n'ont pas été indiqués dedans, mais je pense qu'il doit y avoir de la calcite de rajouter dedans, histoire de remonter un peu, parce qu'avec la tourbe, quand même, on baisse souvent. On est sur un volume de 70 litres avec 25 kg. Voilà. Ensuite, là, c'est un autre terreau qui est un terreau agricole. J'ai pas l'étiquette, donc j'ai juste recopié, si tu veux, les caractéristiques qui étaient sur le site. C'est typiquement les terreaux que l'on trouve dans les coopératives, voilà, pour les professionnels. Ça te donne une info. C'est souvent là où je vais me fournir.
Et j'ai plus de sac, il faut que j'aille en recherche. J'ai pas de sac de ces machins-là. Donc j'ai juste chopé sur le site de la coopérative le descriptif. Et là c'est pareil, matière sèche, on est donc sac de 20 kg, d'accord. On est sur du 32% de matière brute, ce qui nous donne 6 kg de matière sèche et 13 kg de flotte. Là, on peut se dire que concrètement, on est même pire que tout à l'heure. Donc là, on n'a pas beaucoup de matière, en définitif. En matière organique, on est sur du 5 kg. C'est quand même mieux que tout à l'heure. Tu vois, un peu. Hein. On a un peu plus de matière organique, mais bon, voilà, ça reste à la limite, tu vois, 30%, enfin 27%. Moi, je suis plus dans les 35%, 40%, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Là, clairement, on est sur un pH de 6, c'est la limite. Conductivité, on est sur du 20. Ça reste de la norme, mais bon, c'est pas, tu vois, c'est pas ouf. Et la capacité, quand même pas trop mal. On peut dire les choses comme elles sont. Bon, en même temps, là, on est sur de la tourbe pure, tu vois. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Tourbe blonde, tourbe brune, et il manquerait plus que la tourbe noire. Et puis, on a, bien sûr, la fameuse perlite que l'on va mettre dedans. Bon, c'est pas ouf, d'accord. Pour un terreau professionnel, on s'attendrait à quelque chose d'un petit peu plus, si tu veux, voilà. C'est pas ouf, mais bon, le prix il est pas ouf non plus, hein, je te rassure tout de suite. Voilà, quoi. Ouais, t'as là pour ton argent, il est pas extraordinaire. Et puis ça, c'est un abonné du groupe Telegram qui m'a demandé, tu connaîtras, Thierry, qui m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais, voilà. Et j'avais dit, bah écoute, de toute façon, j'avais prévu une vidéo sur ce sujet, puis du coup, il va la voir. Et c'est vrai que celui-là, il est pas si mal. Alors il m'a dit, ouais, je crois en avoir trouvé un. C'est un truc de fou, ça m'a pris un temps de malade. Je pense en avoir trouvé un pas trop dégueu. Et effectivement, il est pas trop dégueu. Donc là, tu peux voir. Attends, parce que tout à l'heure, je t'ai pas montré. Attends, NPK, voilà, il était là, un 8, 2 et 7, d'accord. Ça va. Mais après, en taux phosphore, c'est pas ouf. Hein, on est quand même à 2. C'est pas ouf, mais bon, voilà. Tu sais qu'avec ça, c'est plus un terreau, j'ai envie de te dire, de repiquage, je dirais ça comme ça. On pourrait éventuellement utiliser en terreau de semis, mais t'as pas intérêt à laisser trop longtemps, quoi. C'est plus ça. On va passer vite fait à la phase 2. Comment dirais-je? Celui-là, il est quand même mieux. Tu vois, pour un terreau de semis, il est pas si mal. On est sur du 8, 3, 6. Donc l'ordre est toujours le même, hein. Azote, phosphore, potasse, hein, d'accord. On est toujours dans le même ordre au niveau des chiffres, comme ça. Par contre, tu vois, là, on est sur un dosage de 2 kg au mètre cube. Faut faire gaffe à ça parce que tu as des différences souvent dans les dosages. Des fois, on parle de 1 kg au mètre cube. Alors, c'était marqué au-dessus. Oui, c'est ça, voilà, 1 kg au mètre cube. Là, j'avais pas du tout les caractéristiques et c'était pas indiqué. Donc, quand ils sont pas, ils y sont pas. Après, tu peux appeler le fabricant éventuellement. S'il est bien luné, il peut éventuellement te donner. Et là, on n'est pas si mal, tu vois. Parce que regarde, on est sur 55% de matière sèche, ce qui me donne 11 kg de matière pour à peine 9 kg d'eau. Pour un sac j'ai marqué, de 20 kg. Donc c'est pas si dégueu, tu vois. Là, on est quand même pas mal, tu vois. Là, pour un coup. Hein. Et on est sur 2,2 kg de matière organique, qui rentre à peu près 11% par rapport à la matière sèche. Là, par contre, on est un peu bas quand même. Mais, tu vas voir. Mais dans l'application qu'ils souhaitent en faire, bah c'est pas si con. Enfin, c'est pas dans une première phase pas si dérangeante que ça. En tout cas, de mon point de vue. 500 ml de rétention, c'est pas fou, clairement. On est la limite basse là. On est sur un pH de 7, ok. Conductivité 30, on est quand même bien, donc on est pas mal. Hein. Le seul truc qui est chiant, toi là-dedans, le seul truc pour moi qui est chiant, c'est c'est que la rétention, elle va pas être top. Voilà un petit peu, tu vois l'histoire. Donc là, par rapport à tout ça, c'est 3 exemples que je te donne sur un terreau de semis, parce que là, on va être dedans, là, on va être bientôt dans les semis. J'utiliserai celui-ci, tu vois. C'est vraiment le choix me porterait sur celui-là, parce qu'il n'y a pas trop
crasse dedans, bien qu'il y a marqué engrais organique. J'aurais bien aimé savoir quelle était la base du machin. Quand tu tapes NFU 42001, logiquement sur le web, tu as comme des indications. Après, c'est pas con de préciser, mais bon. On a une terre de base végétale, ce qui nous explique pourquoi en matière organique on est si bas. Et on est sur des matières végétales en mélange, ça veut dire là on est sur du broyat, d'accord. Donc on a un certain broyat qui a été mis. Après, à voir au niveau de la finesse du terreau, si on ne retrouve pas trop de brindilles, de machin comme ça dedans. Pour certains, ça arrive. Surtout sur des terreaux dits universels. On va se retrouver souvent avec des petites brindilles, des petits bouts de machin qui traînent, qui sont pas tellement adaptés à un terreau de semis, mais bon. Mine de rien, pour un terreau de semis, c'est quelque chose que j'utiliserai à voir après, si tu veux, en termes de granulométrie, voir comment il est situé. Alors pourquoi? Parce que sur comment te dire, une sortie de graine, j'ai pas forcément, si tu veux, besoin d'avoir un taux de matière organique hyper élevé. Par la suite, ça va être important, surtout à un moment de la mise en terre. Mais j'ai envie de te dire, la graine, surtout quand tu utilises, je sais, j'en mets une couche là-dedans, mais bon, c'est ainsi, surtout quand tu utilises des graines anciennes, et surtout quand tu utilises des graines que tu as produites dans ton jardin, bah, la graine contient déjà tous les nutriments. C'est un petit peu comme le placenta, si tu veux. Donc, avoir, si tu veux, direct un gros taux d'azote, pas forcément, ou un gros taux, si tu veux, au niveau potassium, n'est pas forcément utile. D'accord. La graine contient déjà tous les nutriments dont la plante a besoin au moment où elle se développe. Après, si tu veux, à partir du moment où la plante aura besoin de développer un peu plus d'éléments racinaires et d'aller un peu plus loin dans le développement de ses feuilles et de sa tige, et bien entendu après de sa mise en floraison, là effectivement c'est pas ouf. Là pour moi c'est même pas adapté du tout. Tu vois, en termes de terreau de repiquage, j'utiliserai pas ça. Mais dans un terreau de semis, à condition qu'il soit quand même suffisamment fin, il n'est pas si intéressant que ça. Tu comprends? Bien qu'il va falloir que je sois ultra vigilant sur l'évaporation, surtout si j'utilise des bacs assez fins. Parce qu'il va falloir que je sois, il va falloir, à mon avis, l'arroser plus souvent. Ça va être un petit peu le côté machin. Maintenant, je voulais t'expliquer quelque chose, et on va finir là-dessus. Tu trouveras très difficilement un terreau qui remplisse toutes les conditions, si tu veux, ça va être complexe. Maintenant, là-dedans, tu vois, essaie, comme on dit, de faire un mieux. Si tu n'as pas d'autre choix que d'acheter des sacs de terreau, fais pour un mieux. Et j'ai envie de te dire, et c'est souvent ce que j'étais amené à faire. Je t'expliquer après comment moi je fais, d'accord? Parce que comme ça, moi, tu auras l'info. Tu peux le réenrichir, toi. C'est-à-dire que ça, tu vois, par exemple, tu peux acheter cette partie-là, avoir du compost, et au moment où tu où tu réutiliserais le même terreau pour faire du repiquage ou de la mise en terre, rien ne t'empêche de rajouter, si tu veux, une part de compost dedans. Et là, là du coup, tu as réaugmenté les taux. Là, tu ne seras plus au niveau métal organique à 11%. Peut-être que tu vas pouvoir remonter à 30%, tu vois, un petit peu. Donc c'est pas, tu veux, c'est pas impossible de le faire. Voilà, on peut parfaitement, surtout quand on connaît, on a une bonne lecture de sa composition, on peut complètement aller travailler là-dedans et aller réenrichir un petit peu l'histoire, histoire de, tu vois, de remonter le machin. Surtout si c'est un lombricompost, par exemple, qui va te donner comme une qualité de compost assez intéressante. Pour le coup, ça vaut quand même la peine de rajouter ça dedans. Alors après, ouais, je sais, on aurait tous envie, on achète un sachet, d'avoir quelque chose de cohérent dès le départ, mais le monde n'étant pas parfait, voilà, on en a encore la preuve. Voilà un petit peu. Après, il y a une alternative à cet élément qui va être le compost maison. Je voulais juste te mettre un tout petit truc que je te rajoute ici, qui est pour semer. Alors je disais, voilà, granulétrie assez fine sur les terreaux de semis. Il doit être aussi assez drainant, pas trop de trucs trop compacts, parce que s'il est trop compact, inévitablement, on a des fonds de semis qui peuvent se créer. Parce que la capacité de rétention d'eau serait beaucoup trop importante. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Idéalement, pour moi, il devrait contenir du sable, une bonne proportion de sable, avec un pH, bien sûr, entre 6,5 et 7,5, comme je t'ai expliqué, et une conduction qui ne dépasserait pas les 20. Voilà, toi, ça te donne, voilà à quoi devrait ressembler un terreau de semis, et je te dis, celui qui est là n'est pas... Tu vois, voilà. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas bon, tu dépasses, t'es à 30. Ouais.
Mais mine de rien, c'est celui que j'utiliserai. Parce que tu vois, j'en ai qui sont... attends, celui-là, voilà, il est 20, il atteint le machin. Mais t'as vu, enfin, laisse tomber, quoi. C'est une catastrophe en termes de contenu. Il y a que dalle là-dedans. Et puis alors l'autre, on en parle même pas, quoi. Tu vois, voilà. Alors, pareil, tu vois, en conductivité. Enfin, il est même pire, tu vois, ce qu'il a 35. Pour un produit, tu vois, qui est pas ouf en plus, tu vois. C'est pour ça, tu vois, je te dis, c'est compliqué, hein, tu vas galérer, hein, ça je suis tout net. Mais tu essaies de faire pour le mieux. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'il soit à 20, voilà. Mais 30, ouais, bon, ça fait 30, et puis, tu le sais, et puis voilà, quoi, tu essaies de rajouter, tu peux, pour essayer de compenser l'histoire. Pour moi, j'ajouterai un peu de sable là-dedans. Et puis c'est tout, tu vois, voilà, je l'utiliserai tel qu'il est, j'ajouterai un peu de sable, histoire de renforcer un peu plus. Ce qui a tendance à rabaisser encore mon taux de matière organique, mais je te dis, pour un terreau de semis, c'est pas trop dérangeant. Et si vraiment la granulométrie n'est pas là, moi je passe au tamis, tu vois, histoire de, voilà. Là, bien sûr, il faut le sécher un peu, ce qui les obligera après à le réhumidifier. Mais en tout cas, voilà, essayer de tamiser pour enlever un maximum et puis le faire. Dans le document que je t'ai mis, il y a aussi la recette pour faire un terreau maison. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'achète des sacs de terre végétale. Alors le terreau maison, tu peux le faire. Attends, je te dis, non, je fais une petite parenthèse avant. Faut quand même avoir du terrain, parce que inévitablement, il faut que tu as deux choix. Soit tu prélèves de la terre de ton jardin, mais ton jardin il fait 500 mètres carrés, tu vas vite transformer ça en gruyère. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça va ressembler à Verdun le machin. Parce que la terre ne revient pas comme ça, tu comprends bien ce que tu retrais, ce que tu enlèves. À un moment donné, ça te fait un joli trou. Donc, il faut quand même avoir un jardin quand même assez conséquent pour faire ça dans un endroit où ça fait pas trop dégueu, tu vois, au bout de quelques temps, parce qu'inévitablement, ça t'aura un trou. Et puis, derrière, il faut aussi que ta terre soit quand même un petit peu adaptée. Parce que si tu as une terre super argileuse, va pas aller prélever ça pour faire du terreau pour semis, parce que tu vois, c'est complexe, hein. Tu vas avoir une mode de poterie là, à gérer pour faire sortir tes graines, c'est pas l'idéal. Donc ça reste quand même pour utiliser la terre sur jardin, il faut quand même avoir une terre qui soit quand même assez franche. En tout cas, sur une terre, voilà, sableux limoneux, pardon, ou sablo-argileux, ça peut convenir. Mais si ta terre, elle est quand même argileuse, voire limoneux-argileux, tu vois, là, c'est un peu plus complexe, tu vois, elle va être elle va pas être très drainante, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et là, pour du semis, si c'est pas très drainant, tu risques d'avoir des sacrées surprises. Donc il faut avoir la terre qui correspond et l'espace pour pouvoir prélever. Tout le monde ne l'a pas. Donc dans ces cas-là, et très souvent c'est ce qui est fait, on utilise de la terre qu'on va aller chercher. Moi en ce qui me concerne, j'utilise la terre végétale. C'est ce que je fais. Donc je prends des sacs de terre végétale. Et puis je prends des sacs de sable, tout simplement. Sable de rivière. Et puis j'utilise mon compost. Je travaille et puis je fabrique mon terreau comme ça, où je vais aller travailler les proportions, si tu veux, selon mon utilisation. Quand je veux un terreau de semis, je vais augmenter les proportions de sable. Et puis quand il me faut une autre sorte de terreau, par exemple du repiquage, je vais rabaisser un peu la pourcentage de sable, augmenter un peu plus le taux de terre végétale et de compost. Tu vois, voilà. On va travailler un petit peu comme ça. Voilà. C'est vrai que ça t'oblige à avoir d'avoir un sac de terreau, différents sacs, d'aller bidouiller là-dedans pour fabriquer ton truc. Est-ce que ça revient moins cher? J'en suis pas persuadé. Par contre, ce qui est certain, c'est que tu maîtrises ce que tu fais. Et là, tu sais que ton compost, c'est le tien, tu l'as fait, il est là, il est bien. Et puis, c'est toujours, comment dire, un peu ludique de faire ça, parce que c'est le tien, enfin, tu vois. Il y a un côté ludique là-dedans que je trouve pas inintéressant. Et puis, comme d'hab, tu vois, oui, si tu fais ton potager, c'est peut-être parce que aussi, tu as plus confiance dans les légumes que tu produis que dans ceux que tu achètes. Je sais pas, tu vois, dans la continuité du truc, peut-être que tu as envie aussi d'être certain de ce que tu crées en te disant, voilà, je préfère faire mon terreau moi-même, comme ça au moins je maîtrise le truc. Après, il y a différents types de recettes de terreau, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a plein de terreaux possibles. On peut faire du terreau avec des feuilles, qui donne un terreau très fin, qui est ultra intéressant pour les semis justement. T'es pas obligé, je veux dire, tu peux. Après, il faut avoir des feuilles, et après, toutes les feuilles ne seront pas adaptées à du terreau de feuilles, favorise plutôt les feuilles de fruitier.
Plutôt, après, comme tout, on peut, bien sûr, pas tous voilà, la capacité d'avoir une quantité de feuilles de fruits. D'autant plus que les feuilles de fruitier, il faut vraiment les laisser sur les parcelles. Enfin bon, bref. Si tu veux, ça amène après plein de, comment te dire, de réflexions entre le fait d'enlever les feuilles, de ne pas les enlever. J'avais fait une vidéo là-dessus. Est-ce que c'est opportun de faire un terreau de feuilles avec des feuilles que tu as virées qui permettent d'entretenir une biodiversité? Je ne pense pas. Donc du coup, est-ce que c'est opportun de faire un terreau de feuilles? Je ne le pense pas non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça soulève plein de problématiques. Ton compost, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ça va. Tu utilises ça, ça passe. Tu seras en tout cas largement mieux que certaines crasses qu'on a vues au-dessus. D'accord. Bref, voilà un petit peu. Vidéo à réflexion qui peut amener différents. J'aurais pu l'enrichir dans plein de façons. Inévitablement, les choses que j'ai pas parlé. C'est pas pour rien que sur Telegram, sur le groupe Telegram, tu auras le lien aussi quand tu vas t'inscrire. C'est des discussions qu'on a souvent, voilà, qu'on entretient sur plusieurs jours et tu peux en faire partie. Je t'invite même à en faire partie parce que du coup, on construit un petit peu plus les choses. On va un peu plus loin dans nos tests, dans nos machins. Et il y a encore plein de trucs à créer en définitive. Je te laisse pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.